Shigeru était un loser moche, qui a perdu son emploi et l'envie de vivre après qu'une fille l'a faussement accusé d'être un harceleur. Mais, lorsqu'il a la chance d'aller dans un autre monde, il sacrifie son apparence et la capacité de toucher des filles en échange d'un pouvoir absolu qui le transforme en Dieu. Shigeru a toujours été laid, mais il n'a jamais été une mauvaise personne. C'était juste un employé de bureau ordinaire, qui ne laissait pas son apparence nuire à son éthique ou à sa volonté de bien vivre. Il traitait tout le monde avec respect et menait une vie sociale modeste. Tout a changé lorsqu'une femme l'a faussement accusé de l'avoir touché dans un train. Personne ne l'a cru, simplement à cause de son apparence, et l'affaire a fini par aller devant les tribunaux. Pour en finir rapidement avec cette histoire, Shigeru a plaidé coupable et a payé une petite amende, pensant que cela le débarrasserait de tout autre problème. Cependant, son plan a échoué. Il a été licencié pour être un agresseur condamné. Des années plus tard, la femme a été arrêtée pour escroquerie et il a été découvert qu'elle inventait des accusations contre des hommes qu'elle jugeait laids. Ce n'était pas motivé par l'argent, mais par un pur mépris. Shigeru était furieux, mais il ne pouvait rien faire, car le traumatisme de la situation l'avait détruit de l'intérieur. Il a perdu toute confiance en lui, n'a plus réussi à trouver de travail et est peu à peu devenu un reclus sans emploi. Il a dépensé toutes ses économies, même l'argent de ses parents, menant une vie sans but. Un jour, en lisant un article sur des disparitions mystérieuses dans sa région, il souhaite disparaître lui aussi. Dans les commentaires de l'article, il trouve le témoignage d'un homme qui affirme avoir visité un autre monde. Cet homme raconte qu'il a commis des erreurs en répartissant ses points d'attribut au début et qu'à cause de cela, il a dû revenir sur Terre, sacrifiant la moitié de sa vie. Shigeru trouve tout cela absurde, mais son désespoir est si profond qu'il décide de suivre les instructions laissées. Il se place devant la fenêtre, les bras levés, et lorsque l'horloge indique l'heure précise, l'écran de son ordinateur portable change tout seul, lui demandant s'il veut commencer une nouvelle vie. Il pense que c'est un virus, mais décide de s'amuser avec ça et clique sur « Suivant ». L'écran suivant indique que, dans cette nouvelle vie, il aurait 16 ans et pourrait ajuster les points qu'il attribuerait à son apparence. Comme il a toujours été laid, il réduit sa valeur de beauté de 5 à 255, ce qui lui accorde une quantité absurde de points bonus. Il découvre que plus il choisit de caractéristiques négatives pour lui-même, plus il gagne de points de statistiques. Il commence alors à ajouter des pénalités extrêmes, comme perdre 10% de ses PV chaque fois qu'il touche une fille ou voir son revenu réduit de 10%. Pour finir, il écrit que s'il perd sa virginité, il mourra immédiatement, ce qui lui rapporte 100 000 milliards de points bonus. Mais avant qu'il ne puisse distribuer ses points, le temps s'écoule et il est transporté dans un autre monde. À son réveil, Shigeru se rend compte qu'il est encore plus laid qu'avant et, pour ne rien arranger, il pèse maintenant le double d'un Américain moyen. D'autres personnes apparaissent au même endroit, parmi lesquelles 2 filles vêtues uniquement de sous-vêtements. Un beau garçon enlève sa chemise et l'offre à l'une des filles qui tremble de froid. Essayant d'être galant, Shigeru fait la même chose, mais l'autre fille refuse, disant qu'elle ne veut rien qui ait été utilisé par un gros moche. Le beau garçon se présente comme Seiji, la fille blonde ne dit pas son nom et la seconde se présente comme Seka. Ils ont tous 16 ans et ont du mal à croire que Shigeru a le même âge qu'eux. Seiji prend les devants et confirme que tout le monde est arrivé dans ce monde en suivant la même méthode. Pendant qu'ils discutent, Shigeru fouille la pièce, car il n'est pas là pour se faire des amis. Il ouvre un tiroir et trouve une pièce d'or, mais elle disparaît dès qu'il la touche. Il comprend que cela s'est produit à cause de la pénalité de revenus qu'il a choisie et décide de ne pas s'en préoccuper. Peu après, Seiji arrive et propose à Shigeru de chercher des ressources ensemble. Ils trouvent plusieurs armes, des vêtements et quelques pièces de monnaie supplémentaires. Shigeru pense que les petits vêtements ne lui iraient pas, mais il se rend compte qu'ils sont magiques et s'ajustent à la morphologie de chacun. Les filles décident de partager les pièces, mais il n'y en a que 7 alors qu'ils sont vides dans le gros. Elles accusent Shigeru d'en avoir pris une, et il reconnaît qu'elles ont raison. Pour éviter les conflits, il décide de les laisser garder toutes les pièces. Même si Seiji dit que ce n'est pas juste, Seka insiste sur le fait qu'il n'a rien aidé à trouver et que, par conséquent, il ne mérite rien. Shigeru commence déjà à mépriser Seka, mais il décide de l'ignorer et de parler à Seiji, lui proposant les pièces en échange d'une hache. Seka s'oppose à l'idée et Seiji lui-même affirme qu'il ne peut pas prendre de décision tout seul. Il révèle que, dans sa vie antérieure, il était égoïste et avait des difficultés à communiquer, et qu'il essaie maintenant de changer. Il remarque aussi que Shigeru semble avoir ses propres problèmes et qu'il devrait essayer de les surmonter.
Finalement, ils décident de se partager les armes en jouant à pierre, feuille, ciseaux. Shigeru perd contre tout le monde et se retrouve seulement avec une massue en bois comme arme. Seiji suggère que tout le monde se serre la main pour marquer le début de l'aventure, mais Shigeru refuse, disant qu'il ne veut pas prendre de risques cette fois-ci. Peu après, il trouve une carte et décide de se diriger vers la ville la plus proche. Mais dès qu'ils ouvrent la porte, ils tombent nez à nez avec un petit gobelin prêt à les attaquer. Seiji réagit rapidement et tue le gobelin d'un seul coup. Cependant, il se rend vite compte que d'autres gobelins s'approchent. Il prend la tête du groupe et demande à la blonde sans nom de le soutenir en première ligne, tandis que Seka essaie de préparer son arc pour se battre. Il confie à Shigeru la tâche de protéger Seka pendant ce temps, puis part affronter les gobelins un par un. Cependant, Seka est une véritable débutante qui n'arrive même pas à armer un arc correctement. Alors que Shigeru la regarde d'un air critique, un gobelin l'attaque par derrière. Il essaie de le vaincre d'un seul coup, mais se rend compte qu'il est incroyablement faible. Le petit gobelin parvient à le repousser sans difficulté. C'est à ce moment-là que Shigeru comprend la raison. Il n'a pas eu le temps de répartir ses points de statistiques. Malgré tout, il décide de se battre avec ses attributs actuels et parvient à vaincre le gobelin avec le coup suivant. Soudainement, une fenêtre de statut s'ouvre devant lui et, en voyant que tuer un seul gobelin lui permet d'atteindre le niveau 32, il se rend compte que le bonus de 10% d'expérience fonctionne. Seiji et la blonde montent également de niveau et répartissent leurs points en force et en endurance. Shigeru remarque que les autres ne peuvent pas voir sa fenêtre de système, alors il décide de mettre 1 trillion de points dans chacun de ses attributs, du moins pour l'instant. Aussitôt qu'il fait cela, son interface commence à présenter des bugs graphiques et une lumière dorée l'enveloppe. Il se demande ce qui se passe, jusqu'à ce que le système révèle que sa classe a été déterminée. Il est maintenant le dieu tout-puissant. Shigeru ne comprend pas très bien ce que cela signifie, mais il est interrompu lorsqu'un autre gobelin commence à l'attaquer. Cependant, les coups du monstre ne lui causent aucun dégât. Curieux de tester sa force, il donne une pichenette au gobelin, qui s'envole jusqu'à la stratosphère. Personne d'autre ne voit ce qui s'est passé et il pense que ce n'était qu'une rafale de vent. Seiji et la blonde continuent de chasser les gobelins, tandis que Seka lutte encore pour préparer son arc. Elle commence à pleurer discrètement, et Shigeru a pitié d'elle. Pour l'aider sans blesser sa fierté, il fait semblant d'être un maniaque des arcs et dit qu'il doit en armer un de toute urgence. La ruse fonctionne et Seka lui remet l'arc. Avec 1 trillion de points en dextérité, il le prépare d'un seul geste. Seka est impressionné et lui demande de tirer une flèche pour la remercier. Shigeru décide de tester l'une des compétences qu'il a reçues avec sa classe et choisit la flèche du tonnerre. Mais au lieu de toucher un gobelin, la flèche s'élève vers le ciel. Shigeru se demande si sa visée est vraiment aussi mauvaise que ça. Alors, un immense cercle magique apparaît dans le ciel et un majestueux dragon de foudre descend sur le champ, éliminant tous les gobelins d'un seul coup. Tout le monde est choqué par ce qu'il voit, mais Shigeru se contente de dire qu'il faisait partie du club de tir à l'arc, et qu'ils y ont appris ce genre de technique. Seka croit encore à son mensonge et décide de participer à la bataille, mais elle commence à tirer des flèches au hasard, sans viser. Seiji et la blonde décident de s'occuper du reste des gobelins, tandis que Seka se retrouve rapidement à court de flèches. Triste et déçue par son inutilité, elle se recroqueville. Shigeru l'aide à nouveau, transformant une branche en d'autres flèches grâce à l'une de ses compétences, et il lui indique aussi qu'il y a des objets éparpillés par terre. Seka s'enthousiasme en les trouvant, mais finit par tous les gaspiller. Pendant ce temps, les 2 autres achèvent les gobelins restants. Quelque temps plus tard, le groupe arrive en ville. Tout le monde se précipite pour manger quelque chose, mais Shigeru décide de s'éloigner, pensant qu'un perdant moche comme lui doit marcher seul. Il s'assoit près d'une fontaine et se rend compte qu'il a aussi faim. À ce moment-là, un chat apparaît, et il est sur le point de le caresser, mais il s'arrête, craignant que ce soit une femelle et que cela lui inflige une pénalité de 10% sur ses PV. Puis, Seka surgit par surprise, et Shigeru est tellement effrayé qu'il tombe dans l'eau. En sortant, Seka lui tend un hamburger, disant qu'il savait qu'il n'avait pas d'argent et qu'il voulait le remercier pour son aide précédente. Shigeru commence à la voir d'un œil plus positif et accepte le hamburger. Cependant, lorsque leurs doigts se touchent accidentellement, il reçoit une décharge si puissante qu'il envoie le sandwich valser au loin. Le système indique qu'il a subi 58 trillions de dégâts, assez pour détruire le monde 300 fois. Mais le plus gros problème, c'est que Seka est contrarié, pensant qu'il a jeté le hamburger exprès. Cependant,
Shigeru retrouve son ancien talent de vendeur et dit qu'il avait tort parce qu'elle était trop jolie. Il dit qu'il veut toujours manger la collation qu'elle lui a achetée. Seka répond qu'il est sale maintenant et lui offre le hamburger qu'elle allait manger elle-même, en guise de remerciement. Shigeru accepte. Pendant qu'ils mangent, Seiji et la blonde les trouvent, et Shigeru décide qu'il restera avec le groupe au moins jusqu'à ce qu'il puisse rembourser Seka pour le hamburger. Peu de temps après, Seka se rend dans un magasin pour acheter plus de flèches, car les siennes sont rapidement épuisées. Elle insiste auprès du commerçant en disant qu'elle a assez d'argent pour payer plus, mais l'homme prétend que son sac à main est déjà plein. Shigeru l'accompagne et aimerait l'aider, mais il ne peut pas révéler qu'il est capable de créer des flèches quand il le souhaite. Seka lui demande alors s'il ne va rien acheter, et avant même qu'il ne réponde, elle conclut elle-même qu'il ne peut rien acheter parce qu'il n'a pas d'argent. En sortant du magasin, Seiji et l'assistant de bas niveau reviennent après avoir trouvé une bonne auberge pour passer la nuit. Shigeru affirme qu'il va dormir dans le parc parce qu'il n'a évidemment pas les moyens de payer, mais Seka insiste pour payer la chambre pour lui. Shigeru essaie de refuser, disant que ce n'est pas nécessaire, mais Seka utilise l'argument qu'il ne veut pas accepter l'aide d'une fille, lui prend la main et le traîne jusqu'à l'auberge. Comme elle l'a touché à travers ses vêtements, il n'a subi aucun dégât. Plus tard dans la nuit, Shigeru pense qu'il ne peut pas rester là trop longtemps, car il finira par devoir encore plus à Seka et aux autres. Il décide de trouver un moyen de gagner de l'argent, même avec la limitation du système qui réduit ses revenus à 1 millième. Soudain, il a une idée. Le lendemain, Seiji et les autres se réveillent et trouvent plusieurs biscuits et de la nourriture sur la table. Shigeru les appelle à manger avec lui, disant qu'il ne pourra pas tout manger tout seul. Il se demande comment il a pu obtenir autant de nourriture sans argent. Shigeru explique qu'il a utilisé une technique pour que les gens aient envie de lui donner quelque chose en échange, mais en réalité, il s'est simplement servi de branches pour fabriquer des flèches et les a échangées contre de la nourriture grâce au système de troc, sans utiliser d'argent. Seka dit qu'il n'a pas besoin de mendier juste parce qu'il n'a pas d'argent, car elle peut l'aider quand il veut. Mais Shigeru pense qu'il a déjà remboursé sa dette envers elle et qu'il n'a plus besoin de rester là. Quand ils ont fini de manger, Seiji prend la carte et dit qu'ils doivent commencer à faire des missions pour gagner de l'argent. Il a remarqué que les monstres qu'ils ont affrontés la veille n'ont laissé ni argent ni objet, alors il veut explorer une grotte à proximité. Shigeru est impressionné par la capacité de décision de Seiji, quand soudain un homme rustique apparaît en disant qu'il peut les guider jusqu'à la grotte. Il se présente comme Kaoshiru et affirme être un réincarné comme eux. En voyant le visage de Shigeru, il est un peu surpris, mais il demande rapidement si tout le monde est nouveau ici. Seiji se lève pour lui parler, encore méfiant, et Kaoshiru sort quelques cartes vertes de sa poche, disant que ce sont des objets trouvés dans la première cabane et qu'ils permettent d'obtenir une remise totale à l'auberge une fois. Seka panique en entendant cela, car ils n'ont pas trouvé ces fameuses cartes. Kaoshiru la rassure en disant qu'elle peut encore obtenir le remboursement si elle montre les cartes maintenant. Il l'étend et Seka les accepte immédiatement, à la surprise de Seiji, qui ne fait toujours pas totalement confiance à Kaoshiru. Shigeru pense de la même façon, soupçonnant que Kaoshiru n'est pas seulement un guide, mais quelqu'un qui profite des débutants. Malgré tout, il pense pouvoir gérer la situation si quelque chose tourne mal et décide de laisser Seiji prendre la décision. Seiji pèse le pour et le contre et finit par engager Kaoshiru comme guide, car ils ont besoin d'informations et de moyens pour monter en niveau rapidement. Ainsi, Kaoshiru les conduit jusqu'à la grotte, où ils sont rapidement attaqués par un groupe de gobelins. Seka commence immédiatement à tirer des flèches, mais aucune n'atteint sa cible. Shigeru est déçu, et Kaoshiru dit à Seka d'imaginer que chaque flèche vaut 1 million de yens avant de tirer. Bien qu'elle soit fière de sa richesse, imaginer un coût aussi élevé pousse Seka à se concentrer davantage, ce qui lui permet d'abattre un gobelin d'un tir précis. Ils avancent et Shigeru est surpris par la compétence de Kaoshiru en tant que guide. Après cela, Kaoshiru donne des conseils à tout le monde sur la meilleure façon d'utiliser leurs armes, mais Seka retombe dans son ancienne habitude de tirer des flèches au hasard. Kaoshiru demande à Shigeru s'il ne va pas s'entraîner, mais il répond qu'il n'a pas de compétences adaptées pour le moment. Kaoshiru comprend qu'il est difficile de monter de niveau avec un bâton comme arme, mais il l'encourage en disant que la compétence ultime du bâton est vraiment incroyable. Shigeru le sait déjà car, lorsqu'il est allé dans la forêt pour fabriquer des flèches, il a rencontré un ORC géant et a essayé d'utiliser sa compétence la plus puissante. Cependant, le système l'a averti que s'il utilisait cette compétence, tout serait détruit dans un rayon de 200 km et plus d'1,5 million de personnes mourraient. Il a immédiatement annulé l'attaque. Kaoshiru l'encourage alors à être plus actif sur le champ de bataille,
sinon il finira par devoir prendre sa retraite, comme lui. Il commence alors à raconter qu'il faisait partie d'un groupe de mercenaires, mais tandis que le chef est devenu roi, lui est resté en arrière et a dû prendre sa retraite. Il fait l'éloge du roi en disant qu'il est au niveau 80 avec tous les attributs au-dessus de 160, mais cela semble extrêmement faible pour Shigeru. Finalement, ils arrivent enfin à la caverne, qui ressemble plutôt à des ruines anciennes, et tout le monde est excité à l'idée de l'explorer, à l'exception de Seka, qui est effrayée. Cependant, en entrant, elle s'intéresse aux stalactites de calcaire et commence à faire un caprice lorsque Kaio Shiru lui ordonne de rester à l'écart, disant qu'elles sont dangereuses. Shigeru se demande si Seka est vraiment une enfant, tandis que Seiji la questionne de manière plus raisonnable. Il commence par révéler qu'il avait 30 ans dans l'autre monde, puis Seka commente qu'elle a 17 ans dans la vraie vie et qu'elle se prépare à entrer à l'université. Pendant que Seiji commence à parler de ses études, Shigeru remarque que Seka, du moins sur le plan académique, est plutôt intelligent. Ensuite, ils affrontent quelques monstres chauves-souris et arrivent dans la salle du boss, où Seka apprend enfin qu'elle doit réfléchir avant d'agir. Kaio Shiru la prévient que si elle entre dans cette salle dans son état actuel, elle mourra sur le champ, et Seka finit par reculer. Seiji décide de terminer la journée là et remercie Kaio Shiru pour son aide. Ce dernier, à son tour, dit que Seiji a le potentiel pour devenir un grand leader. Cependant, avant de partir, Kaio Shiru propose un événement spécial pour les nouveaux et les emmène dans une salle de conférence pour organiser une fête. Il explique qu'un autre invoqué a créé cet espace sécurisé, où ni les monstres ni la magie ne peuvent entrer, et qu'à l'intérieur il y a des frites et des sodas. Shigeru utilise immédiatement sa capacité à détecter le poison et découvre que les bords des canettes sont empoisonnés avec un somnifère. Heureusement, Seiji fait preuve de prudence et refuse la boisson. Cependant, lorsque Kaio Shiru fait semblant d'être triste et offensé, Seiji se sent mal d'avoir douté de lui et accepte de participer à la célébration. Shigeru est discrètement déçu par la gentillesse de Seiji. Tout le monde commence à manger et à boire, et Shigeru décide de les divertir avec une conversation tout en lançant secrètement un sort d'antidote sur eux. Il demande ce que chacun faisait avant d'arriver dans ce monde, et l'ambiance de la pièce change complètement. Shigeru se rend vite compte que tous ceux qui sont là fuyaient leur vie d'avant, y compris lui-même. Mais Seiji décide de s'ouvrir un peu sur son passé. Il raconte qu'il a quitté l'école par ennui et a créé sa propre entreprise, appelée Success Life. Shigeru se souvient qu'un jour il est allé dans cette entreprise pour faire une présentation de vente et que le PDG ressemblait beaucoup à Seiji, et Seiji le reconnaît aussi, car ce vendeur l'avait profondément marqué. Il raconte que, sans rendez-vous, le vendeur a essayé de lui vendre une photocopieuse hors de prix. Seiji a tenté de négocier, mais le vendeur lui a dit qu'il le ferait sourire et ne le décéderait jamais. Il lui a aussi demandé de se détendre parce qu'il était le PDG. Inspiré par ces paroles, Seiji a permis à ses employés de gérer l'entreprise par eux-mêmes. Par chance, l'entreprise a prospéré, mais ensuite Seiji a décidé de remplacer les employés par de l'intelligence artificielle, ce qui a conduit à la faillite de l'entreprise. Cela l'a rendu déprimé, pensant qu'il avait gâché l'opportunité offerte par le vendeur. C'est pourquoi, lorsqu'il a été invoqué, il a promis de ne plus jamais laisser tomber personne. Soudain, il révèle que le nom du vendeur était Shigeru, mais notre petit gros fait semblant que ce n'était pas lui. Peu après, tout le monde s'endort à cause du poison et Kaio Shiru arrive avec sa bande pour les capturer. Cependant, Shigeru fait seulement semblant de dormir, attendant le bon moment pour agir. Les bandits commencent à menotter tout le monde, et alors que Shigeru s'apprête à réagir, Seiji se lève et dit de ne pas toucher à ses compagnons. Kaio Shiru ne le prend pas au sérieux, puisqu'il sait que Seiji a du mal à tenir debout, et il ordonne à ses hommes de continuer le travail. Shigeru ne peut pas utiliser ses attaques directement car il ne veut pas que Seiji soit pris au milieu du combat. Heureusement, Seiji essaie de réagir, mais il est projeté contre le mur. Kaioshiro ordonne de ne pas blesser les produits, car cela réduirait leur valeur. Seiji s'emporte en entendant cela et crie que tous ceux qui sont là ont déjà été brisés par la vie, et que lorsque quelqu'un leur donne une seconde chance, des gens comme Kaioshiro essaient de les détruire à nouveau. Kaioshiro lui dit de garder son sermon et ordonne à ses hommes de l'emmener. À ce moment-là, Shigeru décide d'entrer en action. Il saute sur les bandits, les écrasant de tout son poids, sans utiliser aucun attribut d'attaque. Il dit à Seiji de s'enfuir avec les filles, mais Seiji refuse de le laisser seul en danger. Il affronte les bandits, affirmant qu'il peut les vaincre d'un seul coup, ce que tout le monde prend pour de la fanfaronnade. Lorsque les bandits attaquent, Shigeru intercepte les coups,
sautant d'un côté à l'autre et les écrasant de son poids. Kayoshiro ordonne à ses hommes de s'occuper d'abord du cochon bondissant, mais Seiji demande à Shigeru de s'enfuir et de lui laisser la situation. Les bandits attaquent Shigeru sans lui faire vraiment de mal, jusqu'à ce que l'un d'eux lui enfonce les doigts dans le nez. À ce moment-là, une lumière éclatante commence à émaner de la main de Seiji, qui avertit les bandits de reculer avant que sa lumière de la vérité ne perce leur cœur maléfique. Ils prennent peur et demandent de quelle capacité il s'agit. Seiji explique qu'il a écrit un serment dans son carnet spécial, promettant de ne jamais abandonner ses amis et que, s'il le faisait, il en paierait le prix. À cause de cela, il a reçu beaucoup de points bonus et les a investis dans une compétence spéciale qui s'active lorsqu'il est en colère. Il avertit les bandits que c'est leur dernière chance de s'enfuir, mais Kayoshiro dit qu'il va lui arracher la main avant qu'il ne puisse attaquer. Shigeru décide de voir de quoi la compétence de Seiji est capable et se place comme bouclier, disant qu'ils doivent travailler ensemble car ils sont en position de faiblesse. Seiji utilise alors sa compétence et se transforme en une forme que même Goku n'a pas encore atteinte, promettant que les bandits paieront pour leurs péchés. Seiji se lance dans un monologue gênant que personne ne veut entendre, disant que ses cris intérieurs ont réveillé une autre persona qui dormait en lui. Et maintenant que cette persona est éveillée, son troisième œil s'est également ouvert. Désormais, en tant que héros zélé et ringaraldin, il est prêt à livrer son premier combat en tant que protagoniste. Pendant ce temps, Shigeru observe tout depuis la touche, ne pouvant que se demander ce qui se passe, bon sang. Comme tout protagoniste d'anime cliché, Seiji annonce la technique qu'il va utiliser, mais Koshiro et sa bande de mercenaires ne savent pas comment réagir, car ils ne connaissent aucun des mouvements de Seiji. Même ainsi, pour une raison quelconque, Seiji arrête son attaque en plein milieu, laissant tout le monde perplexe quant à son plan. Kyoshiro demande à Seiji pourquoi il a fait ça, et il répond que c'est à la loi de juger un criminel, pas à lui, et c'est pour cette raison qu'il s'est retenu, même s'il avait le pouvoir de rendre justice sur le champ. Il affirme qu'il donne à tout le monde une nouvelle chance de rédemption. Seiji demande à Kyoshiro de se repentir de ses péchés en se livrant à la justice. Honnêtement, ce type est un parfait idiot, et même le pire des bandits l'a bien compris. Kyoshiro fait semblant de se rendre, et lorsque Seiji tombe dans le panneau et baisse sa garde, il l'attaque. Heureusement, Shigeru intervient avec ses réflexes de cochon et commence à se faire tabasser par tout le monde parce qu'il n'a pas su garder son gros derrière en dehors de la bagarre. Évidemment, Shigeru ne sent rien du tout et commence à se curer le nez. Il lance alors la crotte de nez sans que personne ne s'en rende compte, brisant un mur. Avant que quiconque ne comprenne ce qui s'est passé, Shigeru accuse Seiji d'avoir fait ça. Et en voyant à quel point les pouvoirs de Seiji peuvent être destructeurs, Kyoshiro et ses hommes abandonnent vraiment cette fois. Kyoshiro se met à pleurer, promettant que lui et sa bande ne feront plus jamais de mal à personne et qu'ils vont se rendre à la police. Shigeru se joint à la gêne générale et fait aligner tout le monde. Ensuite, il dit à Seiji, maintenant Aldini leur donne des coups de fouet avec le fouet de l'amour, justifiant qu'ils doivent ressentir la douleur et la souffrance du peuple. Mais Aldini redevient Seiji lorsqu'il perd sa colère. De plus, il ne veut pas utiliser le fouet de l'amour tant qu'il est en colère. Il dit qu'il veut se souvenir de la main qui frappe le mercenaire et de la douleur qu'ils vont ressentir, affirmant que c'est ça le véritable amour, puis il commence à gifler chacun d'eux. Après cela, il porte les filles encore endormies jusqu'au lit, faisant tout seul, puisque Shigeru ne peut pas toucher les femmes. Ce travail éreintant fait s'évanouir Seiji, et les mercenaires, qui étaient censés s'être repentis, sont déjà prêts à voler à nouveau. Comme Shigeru est utile comme bouclier humain, Kyoshiro essaie de le recruter dans la bande, promettant qu'il lui trouverait des filles. Cependant, Shigeru n'a absolument aucune intention de se joindre à eux. Et maintenant que tous ses compagnons sont évanouis, il peut libérer toute sa puissance en brisant ses chaînes. D'abord, il couvre Seiji avec une couverture, essayant de paraître héroïque, mais les mercenaires ne sont pas dupes et demandent comment le mec le plus moche de l'histoire de l'anime pourrait-il être un héros. Quoi qu'il en soit, Shigeru les met tous KO. Mais les animateurs n'avaient probablement pas le budget pour montrer la scène d'action, alors l'anime passe directement au moment où Shigeru et les autres ont déjà touché un joli pactole pour avoir livré les mercenaires. Seiji veut que les filles reçoivent leur part de l'argent, même si tout ce qu'elles ont fait, c'est dormir. Il leur dit de considérer l'argent comme une compensation, puisqu'il les a toutes mises en danger en faisant confiance à quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Mais les filles lui disent de ne pas se sentir coupable, car il a été incroyable dans son autre persona. Elle demande si Shigeru était aussi réveillé, et Seiji répond à sa place, disant que Shigeru a courageusement utilisé son corps pour le protéger pendant le combat.
Comme Shigeru a fait autant de choses malgré son inutilité, Seiji pense qu'il devrait aussi recevoir une part, mais Shigeru refuse immédiatement, disant que s'il prend de l'argent, cela le réduira littéralement à rien. Quoi qu'il en soit, il a l'intention de quitter le groupe dès qu'il aura payé Sika et profite du moment pour le faire, demandant à Seiji de laisser Seka porter sa part de l'argent, en inventant une excuse bidon à laquelle personne ne prête attention. Seka accepte et propose de porter l'argent de tout le monde, disant qu'elle en prendra bien soin. Mais, en réalité, elle va probablement tout dépenser en shopping et autres futilités. Au final, seule Shagwaru confie sa part de l'argent à Seka. Seka, toute contente, emmène Shigeru dans un snack pour lui offrir un goûter avec son propre argent. Maintenant que ses dettes sont réglées, Shigeru décide de quitter le groupe après le déjeuner. Pendant qu'ils mangent des hamburgers ensemble, Seka se demande à quoi ressemble le menu de statut de Shigeru, et se gagne en disant que ses attributs sont plutôt faibles. Seka trouve dommage que Shagwaru n'ait pas su cela plus tôt et révèle qu'elle a découvert, avant de se réincarner ici, que si l'on réduit ses points d'apparence, on gagne des points bonus qu'on peut utiliser pour améliorer ses attributs. Apparemment, Seka a attribué 16 points à son apparence, ce qui pousse Shigeru à se demander à quel point elle serait encore plus belle si elle avait gardé ses points de beauté à un niveau plus élevé. Seka remarque le regard de Shigeru fixé sur son visage et lui demande s'il la trouve jolie. Lorsqu'il acquiesce, elle révèle qu'elle a écrit sur un billet spécial, demandant à être belle et, à cause de cela, ses points d'apparence ont été écrasés. Shigeru ne croit pas que ce soit possible et le regrette aussitôt. Un chat attire l'attention de Seka, mais elle hésite à s'approcher, révélant qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle manque de trébucher et Shigeru, essayant de jouer les héros, se jette devant elle. À sa grande honte, elle ne tombe pas et lui demande ce qu'il est en train de faire. Il répond qu'il faisait de l'exercice pour équilibrer les calories consommées, mais tout le monde, y compris Seka, sait que ce n'est pas vrai. Ignorant sa présence, elle continue jusqu'au chat et le caresse, tandis que Shigeru s'éloigne en disant qu'il doit aller aux toilettes. Aux toilettes, Shigeru pense à Seka les larmes aux yeux. Il réfléchit à la vie qu'elle a dû mener dans son existence précédente. Elle avait parlé d'être belle et, au lieu de toucher son propre visage, elle a touché ses mains. Pour aggraver les choses, elle s'est levée et a dit qu'elle pouvait maintenant marcher. En y pensant, il en conclut qu'elle a été soit physiquement handicapée, soit socialement repliée sur elle-même dans sa vie antérieure. Les deux possibilités le rendent triste, car il pense qu'elle mérite bien plus que cela. Passant trop de temps aux toilettes, Seka commence à s'inquiéter et frappe à la porte, demandant s'il a mal au ventre et s'il a besoin de médicaments. Cela le pousse à réfléchir encore plus à la gentillesse dont elle fait preuve. Il se demande s'il n'existe pas de Dieu dans ce monde capable de lui offrir la belle vie qu'elle mérite. Puis, il se rappelle qu'il possède des pouvoirs divins absolus. Lui aussi est un Dieu. Ainsi, il peut changer sa réalité et s'assurer que, cette fois, elle est une vie digne. Il décide de l'aider, s'essuie les yeux et part à sa rencontre. Lorsqu'ils se retrouvent, Seka dit que les autres les attendent. Shigeru décide de rester un peu plus longtemps à cause d'elle. En rejoignant les autres, Seiji affirme que, puisqu'ils forment un groupe, chacun doit avoir des responsabilités. Shigeru n'était même pas intéressé par l'idée d'un groupe, mais il ne trouve pas ça mauvais et reste pour voir ce que Sagi va décider. Seiji déclare qu'il sera le héros. Il attribue le rôle de magicienne à Seka et demande à Shigeru s'il sera le combattant éthique. Shigeru ne veut aucun rôle. Il suggère que Seka prenne le poste de combattante éthique, mais elle refuse. Elle veut aussi être l'héroïne, exactement le même rôle que Sagi. Seiji refuse de céder sa place. Alors, Shigeru propose à Seka le rôle de combattante épique, mais elle continue d'insister pour obtenir le titre d'héroïne, jusqu'à ce que tout le monde finisse par passer à autre chose. Chacun reçoit des costumes adaptés à son rôle, et Shigeru remarque que Sagi est très bien préparé en tant que héros, avec des vêtements et des accessoires appropriés. Seka, en revanche, même habillée en mage, se part comme si elle était l'héroïne, sans jamais renoncer à son désir. Au final, le groupe se compose d'un chasseur, d'un héros, d'une mage et d'une combattante éthique. Seiji les informe alors de la nouvelle mission, ils iront dans la principauté de Valyria. Cependant, il impose une règle, personne ne peut dépenser plus de 3 rièmes en collation. Cela déçoit Seka, car cela signifie qu'elle ne pourra pas acheter les encas qu'elle voulait. Après la fin de la réunion, Seka s'approche de l'autre fille du groupe et essaie de lui parler pour la première fois, ce qui rend Shigeru heureux de la voir tenter d'être plus sociable. Seka demande à la fille si elle veut jouer à la corde à sauter et la fille accepte, allant se changer.
Pendant qu'elle est partie, Shigaru se souvient du moment où Seka a décidé d'acheter une corde à sauter au lieu d'une arme, même après avoir regardé toutes les options. Elle est tout simplement tombée amoureuse de la corde en la voyant, et le vendeur, pensant qu'elle était une combattante de kung-fu, l'a averti de faire attention à l'objet. Après cela, Shigaru lui a demandé si elle savait utiliser la corde et, en entendant que non, a décidé de lui apprendre. Il l'a emmenée dans un endroit sûr et lui a montré comment sauter. Il a sauté haut, la surprenant par sa légèreté. Quand il lui a demandé d'essayer, elle l'a fait et, en terminant, a dit qu'elle se sentait parfaite. Elle a ajouté qu'elle voulait parler avec l'autre fille et apprendre à sauter avec elle, car elle ne connaissait même pas son nom et voulait devenir son amie. Shigaru a trouvé que c'était une bonne idée et l'a encouragée. C'est pour cela qu'ils étaient là maintenant. Il se cache et observe les deux filles en train de sauter à la corde. Quand Seka termine, elle tend la corde à l'autre fille et lui demande son nom. La fille devient toute rouge et Seka remarque qu'elle ne veut pas dire son nom, ce qui est compréhensible, puisque tous sont venus de ce monde pour fuir leurs anciennes vies. Alors, Seka lui donne un nouveau nom, Ritz. La fille est radieuse, saute très haut et attire l'attention de tout le monde. Litz saute si haut que Shigaru se demande quel est son pouvoir. Il se souvient qu'elle n'a pas été blessée lors du combat précédent. Les villageois, enthousiasmés de la voir voler, l'invitent à rejoindre plusieurs groupes. Émerveillé par sa soudaine célébrité, Litz oublie complètement Seka. Seka l'appelle plusieurs fois et, ne recevant aucune réponse, commence à pleurer. Shigaru va la consoler, mais les villageois le traitent de laid et menacent d'appeler la sécurité. Litz court alors vers Seka en disant qu'elles font partie du même groupe. Elle s'approche et Shigaru la réprimande de ne pas avoir répondu à la jolie fille qui l'appelait. Après être rentrée à la maison, Seka se calme et trouve une lettre de Litz s'excusant de l'avoir ignorée. Après le départ de Seka, Litz va voir Shigaru, l'emmène dans une chambre et s'incline pour s'excuser. Lorsque Shigaru lui demande pourquoi, elle révèle qu'elle sait qu'il est le seigneur. Mais comment l'a-t-elle découvert? Shigeru est surpris par la révélation, mais continue de jouer la comédie et demande à Ri pourquoi elle pense cela. Elle révèle alors qu'elle a choisi la compétence spéciale de lire les fenêtres de statut des autres, et grâce à cela, elle peut voir leurs vrais noms, leurs attributs et même les notes spéciales qu'ils ont écrites. Shigeru panique en se rendant compte qu'elle a lu ces notes, qui le font ressembler à un incel frustré, et il porte sa main à son visage, honteux, tout en lui demandant ce qu'elle attend de lui. Ri dit que cela concerne Seika et lui demande s'il a remarqué que son corps était paralysé dans sa vie antérieure. Il confirme, puis Ri révèle de manière inattendue que c'était elle qui avait causé la chute de Seika dans sa vie passée et qu'elle est maintenant présente pour expier ses péchés. Intrigué, Shigeru lui demande ce qu'elle a précisément fait à Seika. Ri raconte que dans sa vie antérieure, elle faisait partie d'un programme qui visait à changer la vie des gens. Seika était l'une des enfants avec qui il travaillait et elle voulait sincèrement que la jeune fille ait une vie meilleure. Cependant, un jour, une explosion a eu lieu dans leur immeuble et Seika a été grièvement blessée. Ri se met à pleurer en disant qu'elle n'a pas réussi à éviter l'accident et à sauver Seika. Elle regrette profondément ce qui s'est passé, résultat de malentendus entre les participants au projet, et écrit dans ses notes spéciales qu'elle souhaite mieux comprendre les gens. Shigeru comprend que c'est pourquoi Ri a reçu la compétence de voir le statut d'autrui. Il lui pose plus de questions sur le programme, elle révèle qu'il était lié à l'intelligence artificielle. L'histoire rappelle à Shigeru la faillite de l'entreprise de Seiji due à un programme d'IA raté suite à une explosion, et il demande à Ri si c'est de cela qu'elle parle. Elle confirme et révèle qu'elle est en fait la sœur de Seiji, mais qu'elle a complètement changé de comportement et de personnalité dans ce monde, si bien qu'il ne la reconnaîtrait pas. Malgré tout, Shigeru se méfie encore de l'histoire, mais Rii affirme qu'elle ne peut pas mentir, car c'est le prix qu'elle a payé en acquérant sa compétence spéciale. Elle pense que ce n'est pas une coïncidence si tous les deux sont arrivés dans ce monde en même temps et que leur destin était également lié dans leur vie antérieure. Elle sait que Shigeru essaie de rendre Seika heureuse et de guider Sage pour devenir un meilleur aventurier et lui demande la permission de l'aider dans cette mission. Shigeru dit que Seiji et Seika sont tous les deux des personnes au cœur pur et qu'ils ont besoin de son soutien pour survivre dans ce monde. Il accepte de travailler avec Rii et dans un geste dramatique, elle se coupe les cheveux pour montrer sa détermination. Charu l'observe, perplexe, car cela n'a aucun sens, mais Rii lui répond que Seika lui avait dit un jour que les cheveux courts lui convenaient parfaitement. Quoi qu'il en soit, les deux personnages concluent un pacte pour venir en aide à leurs deux amis.
Le lendemain matin, ils se préparent à se diriger vers la capitale et Shigeru procure une créature hybride entre tortue et chèvre pour transporter les bagages. Rii, la dernière à se présenter, est émue aux larmes d'entendre Seika lui dire qu'elle est magnifique avec ses cheveux courts. Ainsi, ils commencent leur voyage et rencontrent bientôt un groupe de monstres. Seika bat l'un d'eux avec sa magie de glace et quand un autre tente de l'attaquer, Seiji la protège tandis que Rii assure la couverture arrière. Il maîtrise rapidement la menace et Seika exhibe fièrement son talent de magicienne devant Shigeru qui se contente d'acquiescer d'un signe de tête. Seiji fait alors remarquer que le soleil se couche et suggère de trouver un endroit pour camper. Tout le monde est d'accord. Leur destination est la ville de Valeria, et comme Seika voulait de l'aventure, ils ont décidé de passer par les montagnes pleines de monstres dangereux et sans auberge pour se reposer. Par chance, ils trouvent un tronc d'arbre creux où ils peuvent passer la nuit. Seika est très excitée par cela. Seiji lui demande si elle préfère ramasser du bois ou pêcher, et Seika affirme avec confiance qu'elle attrapera le plus gros poisson de la rivière, mais finit par accrocher ses propres vêtements à l'hameçon. Shigeru l'aide à se libérer de ce pétrin et l'accompagne à la pêche, mais ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre qu'un poisson morde à l'hameçon. Soudain, Seika confie qu'elle est trop pleurnicheuse et veut devenir mature et posée. Shigeru lui dit que ce n'est pas la peine, car pleurer n'est pas une mauvaise chose. Il explique qu'on ne pleure pas uniquement de tristesse, mais également lorsque le cœur est submergé d'émotions incontrôlables. Il se souvient de son passé et dit qu'avec le temps, les gens perdent la capacité de pleurer et que cela les empêche de devenir plus forts. Plutôt que d'apprendre à ne pas pleurer, Seika devrait apprendre à comprendre ce qui a touché son cœur. Seika est émue et pleure en entendant cela. À ce moment-là, Rii surgit et, apprenant qu'ils n'ont attrapé aucun poisson, elle en abat quelques-uns dans la rivière et les confie à Seika, qui s'empresse, joyeuse, de les apporter à Seiji au campement. Pendant ce temps, Rii fait remarquer que Seika a toujours l'air heureuse aux côtés de Shigeru. Elle croit qu'il est quelqu'un d'apte à faire sourire les autres avec aisance et qu'avec sa présence au sein du groupe, tout le monde sera en sécurité de diverses manières. Shigeru, bien que déconcerté par tout cela, décide de retourner au campement. Rii, cependant, l'en empêche et lui demande de ne révéler sa véritable identité à personne, car cela pourrait provoquer une rupture dans le groupe. Shigeru accepte sa demande. Peu après, ils arrivent au campement où Seiji et Seika ont déjà commencé à préparer la nourriture. Pendant qu'ils s'installent pour manger, Seika imite les gestes de Rii et Shigeru demande à Seiji son avis sur le but ultime de leur voyage. Seiji devient sérieux et répond que, pour l'instant, ils n'ont pas d'objectif final défini. Le but actuel est seulement d'atteindre Valeria. Là-bas, il a l'intention de mieux comprendre le monde et ses problèmes avant de décider de ce qu'ils doivent faire. Shigeru est impressionné par le raisonnement logique de Seiji, mais soudain, il entend un bruit provenant des buissons. Une femme gravement blessée et visiblement épuisée sort de la forêt et s'effondre juste devant le groupe. Dans ses rêves, la femme se souvient qu'elle fuyait des bandits. Même si elle s'est réincarnée dans ce monde, elle n'a pas pu se battre contre eux et en voulait à ses notes spéciales pour cela. Dans sa vie passée, elle se trouvait laide et a été quittée par son petit ami pour une jolie fille. Entourée de moqueries et de jugements constants, elle a fini par détester les jolies femmes. Elle se réveille de ce rêve et se retrouve au campement, soignée par Seiji, qui l'informe qu'ils ont nettoyé ses blessures et lui ont prodigué les premiers soins. Seika arrive avec de l'eau chaude, mais la femme se recroqueville en la voyant, irritée par sa beauté. Seiji dit que Seika a utilisé la magie de guérison, ce qui l'irrite davantage. Quand Seika essaie de lui parler, elle l'ignore et demande à Seiji de la rapprocher du feu. Seika est visiblement contrariée, mais Shigeru comprend qu'elle doit apprendre à ne pas envahir l'espace personnel d'une personne qu'elle vient de rencontrer, d'autant plus qu'il connaît la vérité concernant cette femme. Au moment où elle s'est évanouie, Seiji lui avait demandé d'aller chercher de l'eau, mais en chemin, Rii l'a arrêté. À l'expression sur son visage, il a compris que quelque chose n'allait pas. Rii a expliqué que la femme était également une personne réincarnée et que ses notes spéciales étaient dangereuses. Elle avait écrit qu'elle ne pardonnerait jamais aux jolies filles et qu'elle les tuerait brutalement. Ils en ont tous deux conclu que Seika était sa cible. De retour au présent, Seiji réconforte la femme qui se présente sous le nom de Ria. Il lui demande si elle désire manger quelque chose, ce qu'elle accepte. Mais lorsque Seika lui offre une assiette, la haine au fond de Ria commence à ressurgir. Elle essaie d'atteindre son arme, mais heureusement, Rii l'avait déjà retirée et la surveille en permanence. Shigeru observe également attentivement, prêt à intervenir. Seiji et Seika, en revanche, restent complètement ignorants de la situation. Seiji demande comment elle s'est blessée.
Ria répond que son groupe a été piégé et qu'elle fut séparée de ses amis. Shigeru se méfie de son histoire, mais Seiji la croit et propose de la protéger jusqu'à Valeria. Ria accepte avec plaisir. Lorsque Seika demande à Seiji de faire confiance au chef du groupe, Ria s'agace une fois de plus et finit par se blesser au bras. Seiji lui demande de se calmer, mais Ria dit qu'elle doit aller à la rivière et demande à Seika de l'accompagner. Seiji se propose de l'aider, mais elle lui rétorque qu'elle prévoyait de prendre un bain et qu'il devait être un perverti de vouloir l'épier. Seiji est embarrassé et Seika, innocemment, lui demande s'il est vraiment un pervers, le laissant en état de choc émotionnel. Quand Shigeru s'approche pour le consoler, Ria l'avertit qu'elle criera s'il s'approche à moins de 3 mètres d'elle. Il répond qu'il ne veut pas s'approcher non plus. Soudain, Ryu se propose pour l'accompagner à la rivière, mais comme elle ne peut pas mentir, elle ne parvient pas à cacher son expression menaçante. Shigeru pense qu'elle devrait au moins cacher son intention meurtrière, car cela effraie Ria, qui insiste pour que Seika vienne avec elle. Seika accepte sans hésiter et rend même son arme à Ria au cas où elle serait attaquée par des monstres. Cela met Shigeru en panique, car elle serait en danger encore plus grand. Rii décide de les suivre toutes les deux pour protéger Seika. Shigeru souhaite également les suivre, mais Seiji l'en empêche, affirmant qu'il faut respecter la vie privée des femmes. Shigeru rétorque que Rii est dangereuse, et Seiji commente simplement que le charme d'une femme adulte peut en effet être dangereux. Shigeru n'a pas la patience pour les bêtises de Seiji, mais il sait qu'il ne peut pas partir sans éveiller de soupçons. Alors, il commence à se déplacer entre les deux points à une vitesse absurde pour surveiller Seika discrètement. Seika est stupéfaite de voir Shigeru apparaître comme une silhouette floue devant elle, mais il feint d'être fatigué et dit qu'elle doit avoir des hallucinations. Il lui conseille de se reposer et jette un sort de sommeil sur Seiji, qui s'évanouit. Ceci étant réglé, il se dirige vers la rivière où il aperçoit Rii pointant son épée sur Seika. Quelle surprise! Seika demande si elle a fait quelque chose de mal, mais Rii répond qu'elle n'a rien fait, qu'au contraire, c'est une gentille fille. Cependant, elle affirme qu'elle ne peut pas trahir ce qu'elle a écrit dans ses notes spéciales. Elle a juré de tuer toutes les jolies filles, les accusant d'avoir ruiné sa vie sur Terre. Depuis son arrivée, elle infiltrait les groupes d'aventuriers, tuait les belles femmes, puis fuyait vers un autre groupe jusqu'à être pourchassée. Maintenant, c'était au tour de Seika. Mais avant qu'elle ne puisse attaquer, Rii tire sur l'épée de Ria, la désarmant. Elle la pousse au loin, et lorsque Ria tente de récupérer son arme, Shigeru apparaît et lui saisit le bras. Ria lui ordonne de la relâcher, mais il dégaine son épée et lui dit qu'elle ne s'échappera pas. Soudain, une lumière aveuglante éblouit tout le monde. Lorsqu'il regarde vers la source de la lumière, il voit qu'elle provient de Seika, qui s'est littéralement transformée en ange, et c'est là que la vidéo se termine.